souvent perdu, les L2, L3, et du coup, ben, au moins, si on a une trace écrite que je vous transmettrai bien sûr, hein, soit je la mettrai sur la plateforme, soit je vous le filerai par clé. Je pense que même par mail, ça passe, il n'y a que 10 diapos. Voilà, l'idée, c'est surtout pour les L2 et les L3 qui vont énormément bosser sur à la fois l'écrit et à la fois l'oral, euh, pouvoir se faire comprendre, pouvoir bien mettre en évidence la mécanique de réflexion, pouvoir mettre en évidence la logique qui leur permet d'arriver à leur hypothèse de travail, leurs deux hypothèses de travail, et donc d'avoir des situations qui vont répondre, à l'hypothèse de travail, qui va répondre véritablement aux problèmes posés par la personne que vous aurez sur la vidéo, en tout cas votre pratiquant, et qui va bien sûr répondre à des objectifs plus spécifiques, que ce soit de l'entraînement ou de l'EDM. Donc voilà. On est OK tout le monde, c'est bon? On envoie? OK, il n'y a que de réponse écrite, mais c'est pas grave, on envoie quand même. Alors, l'oral, comme vous le savez, hein, je prends le cas souvent de Sven, qui est maintenant responsable dans le social de je ne sais pas quoi, de Guadastaps. Ben, l'oral, c'est une mise en danger. Quand vous écoutez Sven parler, il commence très fort et puis on l'entend plus. Si vous écoutez Mélissa, dès le début, on l'entend plus. Et ils ne sont pas les seuls, hein. C'est très compliqué de subir le regard des autres. Comme je viens de vous dire au début, de savoir qu'on va être jugé à la fois sur la pertinence de ce qu'on dit, et ça c'est dans le cas où on arrive à parler vraiment français, et surtout savoir qu'on va être jugé, alors surtout quand vous êtes avec moi, sur la qualité de votre français par exemple. Euh, et surtout que ça va sortir clair et net et que tout le monde risque de vous le dire. Par contre, sachez bien une chose, vous êtes en STAPS, je le dis dès la première année, hein, euh, vous allez obligatoirement devoir vous exprimer devant vos pratiquants. Dans d'autres cas, vous allez devoir vous justifier. Il y a certains qui le savent déjà près de parents parfois, et parfois près des gamins. Et quand vous avez des ados, voire des adultes, ben, comme moi je suis en train de le faire, il faut être capable de pouvoir expliquer ce qu'on dit, la pertinence de ce qu'on dit et de ce que vous allez faire. Et si vous allez encore plus loin, vous allez devoir justifier vos choix au regard ou de la direction ou de l'administration d'un club, ou au regard d'instances qui sont encore au-delà de ça, donc je veux dire les ligues, une DJ, de jury, voilà. Donc il faut absolument, c'est mon avis complet, hein, être capable de pouvoir s'exprimer devant des gens. Euh, Si vous êtes, je prends le cas, moi, si je mets Mélissa devant des bébés nageurs, je ne sais pas comment elle va s'en sortir à l'heure actuelle. Donc voilà, donc il y a beaucoup de choses à travailler sur l'oral, la qualité de l'élocution, j'ai envie de dire la puissance de l'élocution et bien sûr la gestion du stress qui va être provoqué par le public que vous aurez. Enfin, plutôt par rapport à votre troisième année et même après, vous allez devoir montrer vos compétences. C'est-à-dire que là, ce qu'on vous demande sur la méthodologie de l'oral, c'est d'être capable de nous expliquer comment vous fonctionnez et mettre en œuvre ce que vous allez faire après sur toute votre pratique. Je veux dire, là, on va prendre le temps, vous allez préparer pendant 1 heure, souvent, vous allez avoir la vidéo qui va passer et repasser. Quand vous serez sur le terrain, au bord d'un bassin, alors, bien sûr, puisqu'on en fait natation, mais dans toute autre activité, je prends par exemple les EDM qui ne vont pas voir que la natation, hein, mais il va falloir très souvent, allez, en 2 observations, être capable déjà d'établir un niveau sur une diagnostic, par exemple. D'où l'intérêt de pouvoir, enfin, d'avoir une batterie, une grille de lecture de l'activité, surtout qu'on n'est pas spécialiste, qui vous permettent de très rapidement pouvoir établir un niveau. Je ne vous parle même pas des ressources, parce que les ressources, c'est quelque chose que vous devez maîtriser avant même d'arriver sur votre stage, puisque vous n'allez pas faire une fiche en fonction des ressources. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'en première et en deuxième année, vous avez le traitement didactique de l'activité, les caractéristiques des pratiquants et les différents niveaux. Alors, on continue. Alors, le principe général sur la méthodologie de l'oral, mais qui correspond aussi à votre activité en tant que praticien, que pédagogue, que didacticien même.
L'idée, c'est d'avoir déjà une observation qui soit pertinente, en gros, hein. Si vous voyez quelqu'un nager que vous dites simplement, bon, ben, il nage bien, il nage mal, ou c'est nul, c'est bien, ça ne nous apprend rien, ça ne vous apprend rien, et ça ne vous permet pas d'avoir une analyse qui va être pertinente derrière. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, une analyse qui est outillée. Donc, les outils, souvent, quand on est sur le terrain, c'est une grille de lecture avec peut-être en natation le plus basique, c'est de mettre ERPI. Euh, Moi, avec des scolaires, j'avais une grille ERPI. En fait, chaque fondamental était divisé en 3 niveaux. Ça me permettait à moi d'avoir une analyse à peu près fiable et plutôt rapide sur les niveaux des gamins. Il y en a, par exemple, on l'a déjà vu, hein, on doit être capable peut-être de lire le nombre de coups de bras, le temps de passage, le temps final, ne serait-ce que pour déjà se faire un avis. Euh, Ensuite, après l'analyse, en tout cas dans l'oral, c'est en fonction de ce que vous aurez vu, de ce que vous aurez analysé en fonction des ressources et des fondamentaux, ben, c'est c'est d'être capable d'établir une hypothèse principale. Donc, j'ai envie de dire le plus gros écueil, on évite de le dire souvent, que c'est un écueil, mais en tout cas, j'ai envie de dire le paramètre, le facteur limitant pour ceux qui ont fait un bac S, le facteur limitant, c'est-à-dire celui qui permettrait, en étant débloqué, ben, de débloquer tout le reste et de passer à un niveau. Une hypothèse secondaire qui est un peu moins flagrante que l'hypothèse principale, mais qui permettrait aussi de résoudre un problème que vous aurez observé, et en toute logique que le jury aurait observé. Et enfin, des situations différentes ou partir d'une situation mère, j'ai envie de dire, qui va varier avec plus de matériel ou moins de matériel, plus de distance, plus de temps de récup ou inversement, en fonction du niveau de vos pratiquants. Donc, les points clés pour un oral, à mon avis, hein, c'est la logique. Au-delà de tout ce qui va être connaissance de l'activité, si vous voyez un gamin qui tient le bord et que vous dites simplement que vous allez le mettre au plongeoir de 5 mètres et le pousser avec votre pied, je ne vois pas où est la logique. Ensuite, vous allez avoir la lisibilité. Donc, la lisibilité, alors, ça, c'est à l'écrit, la lisibilité. Euh, mais vraiment, cette facilité à être entendu, oui, Johanny, je sais que ça fonctionne. Euh, la lisibilité, il faut qu'on puisse comprendre ce que vous dites. Ceux qui étaient là l'an dernier, on avait Anaël qui nous faisait un oral de bonne qualité, hein, avec un gros apport de connaissances, mais les phrases étaient très longues, donc on se perdait. Les connaissances étaient un peu mélangées, donc on ne savait pas quelle connaissance répondait à quel fondamental, à quel paramètre. Et en fait, c'était un flou artistique alors qu'il y avait un apport de connaissances énorme. Le lien explicatif. Souvent, vous allez me dire, il souffle pas, donc, enfin, il souffle pas dans l'eau, donc il a une asphyxie précoce. Point. On n'a pas, quand vous dites ça, on n'a pas le lien avec le pratiquant, avec la vidéo, et avec la suite de votre réflexion. C'est le cas quand vous faites une analyse et qu'en fait, l'hypothèse de travail n'a rien à voir, mais vraiment rien du tout, avec tout ce que vous avez dit avant. Donc, faites bien gaffe à ce lien explicatif. Rappelez-vous, pour les L3, qu'on faisait surtout ceux qui ont suivi pendant le confinement, là, on avait parlé de ressources causes et de ressources conséquences. En natation, il n'y a pas 15 000 conséquences. En natation, la conséquence, elle est énergétique, très souvent, et enfin, un peu moins bioméca, mais très souvent énergétique. C'est-à-dire que mais la conséquence finale, c'est que je me fatiguais plus vite, plus tôt, et donc et que je vais être moins performant. Ça, c'est la conséquence. Ce qui va créer cette conséquence, bien sûr, ce sont des causes. Et les causes, elles peuvent être de l'ordre informationnel, de l'ordre affectif, de l'ordre biomécanique, enfin voilà, de tout ordre. Donc il faut être capable de bien comprendre qu'à la toute fin de la chaîne, ça va être une conséquence qui va être sur l'efficacité de la nage et qui va se refléter ou, je ne sais pas moi, par justement une fatigue précoce, un arrêt précoce de l'exercice, soit par une augmentation des résistances, soit par une diminution, bien sûr, donc de la performance, une fréquence surélevée, ou en tout cas une forme d'inefficacité. Et tout ce qui va être les causes va être
liées et aux fondamentaux RPI, donc l'équilibre, la respiration, la propulsion, l'information, liées aux ressources qui vont être de type cause. Vous me suivez jusque-là? Ça, c'est hyper important. Donc, il faut que je sache si ça, c'est à peu près compris. Et Sven, il a répondu, Sgeg, il nous a répondu direct. Donc, Sgeg, je crois qu'aujourd'hui, c'est lui qui va nous faire l'analyse. Yes. Alors, je continue. Après le lien explicatif, les références. Donc, vous n'êtes pas des chercheurs. D'accord? Soyons clairs. Je veux dire, vous n'êtes pas présent, vous n'êtes pas devant un jury, vous n'allez pas aller devant, je sais pas moi, vous n'irez pas devant un responsable technique de club pour étaler de la connaissance, mais bien pour lui montrer que vous êtes compétent, mais que vous ne maîtrisez pas toute la connaissance, que vous allez vous baser sur des gens qui ont démontré une compétence, qui ont été approuvés, j'ai envie de dire, par, entre guillemets, les hauts cadres et les pratiquants experts de la discipline, que vous utilisez et que vous mélangez les méthodes, les auteurs, les entraîneurs, et donc toutes ces références pour être efficace et être le plus efficace possible. Et comme c'était marqué sur une des premières diapositives, montrer votre flexibilité. Euh, Bien sûr, il faut soyez encore plus malin que ça et je pense plus intelligent et plus malin que tout ce qui se fait. Vous devez connaître vos références scientifiques. Vous ne pouvez pas ignorer l'effet de la poussée d'Archimède. Vous ne pouvez pas ignorer tout ce qui va être couple de redressement et donc augmentation des résistances à l'avancement. Vous ne pouvez pas ignorer tous les facteurs d'efficacité propulsive de Cholet qui sont en relation avec la loi d'action-réaction, avec le dérapage des mains qui va aller mobiliser des masses d'eau. Enfin voilà, plein de choses qui vont montrer que vous êtes vraiment un spécialiste et que vous êtes capable d'utiliser à bon escient, et ça c'est hyper important, à bon escient, dans une juste mesure, en fonction de votre pratiquant, bah, toutes ces références qui vont vous permettre d'être le plus efficace possible dans votre pratique. Ensuite, on a le caractère exhaustif. Donc, exhaustif, pour ceux qui ne parlent pas trop bien le français, là, ça veut dire complet. D'accord? Ça veut dire qu'on va y trouver tout. Donc, bien sûr, vous n'avez que 10 minutes d'oral. En tout cas avec moi. En 10 minutes, tout dire, c'est complètement impossible. Enfin, du moins, tout expliquer. Mais vous avez la possibilité, quand vous savez que c'est quelque chose de pertinent, qu'on va venir vous poser des questions, que ces questions vont emmener d'autres questions qui feront monter la note et que vous êtes capable de justifier, vous pouvez juste placer un terme clé qui va peut-être faire mouche au jury, qui est très parlant. Alors, bien sûr, il ne faut pas placer n'importe lequel. Si c'est le terme qu'il faut obligatoirement développer, il faut le développer, quoi. Et qui va vous permettre après, dans l'entretien, puisque vous avez un entretien, et c'est là où tout le monde souvent s'effondre, d'être capable de montrer que vous êtes capable de maîtriser d'autres types de connaissances. Je prends un cas simple, hein, si vous êtes capable de parler de filières, je sais pas moi, je parle pas simplement de l'anaérobie lactique, de l'anaérobie lactique et de l'aérobie. Si vous êtes capable, par exemple, moi en tant que nageur, si vous venez me parler un peu de puissance max aérobie, n'importe qui ne parle pas de puissance max aérobie. C'est-à-dire qu'il faut savoir à quel moment on est dans la puissance aérobie, à quel moment on est dans la puissance max, qu'est-ce que ça veut dire, comment on le mesure, quel type de série qu'on fait, quel type de récupération. Et si vous êtes capable d'expliquer tout ça, voilà, vous êtes balèze. Pour les EDM, vous connaissez peut-être, ou vous ne l'avez pas encore rencontré, Gilles Marot. Gilles Marot, enfin, pas en ce moment, qui était mon formateur et qui est un prof agrégé, qui est un jury au concours et qui est très très calé. Et lui, il racontait son oral de spé et il a parlé du cycle de Krebs. Donc le cycle de Krebs, vous en avez parlé, enfin vous le connaissez. Et en fait, dans le cycle de Krebs, il y a 7 étapes, mais 7 étapes, c'est un truc hyper compliqué, quoi. Et le jury lui pose cette question. Et lui, il les avait appris par cœur, il les a recrachés, texto, il les a recrachés tous, et il prend une super note, c'est-à-dire que c'est le genre de connaissance qui l'a fait décoller. Donc voilà, il faut que vous maîtrisiez ce genre de choses. Alors peut-être pas forcément le cycle de Krebs, mais au moins sur vos filières énergétiques, en tant que nageur dans une activité à dominante énergétique, vous ne pouvez pas ignorer les filières énergétiques, les 7 zones de travail. Peut-être si vous êtes
suffisamment calé, allez regarder ce que Yoanné a envoyé et ce que je vous avais envoyé aussi l'année dernière, qui était sur les limitations de la performance, les types de séries en natation. Enfin voilà, c'était des thèses qui étaient présentées à l'INSEP. Voilà, ça peut être intéressant. Enfin, comme je vous dis à chaque fois, le caractère sincère. Alors sincère, j'utilise un mot un peu bizarre, mais quand vous êtes à l'oral, vous n'êtes pas un robot. D'accord. Et surtout encore moins dans l'entretien. On pourra accepter que vous ne maîtrisez pas certaines connaissances. Des fois, il faut être honnête. On va vous poser quelque chose et voilà, ça, alors, faut mieux éviter de dire quand même, je ne sais pas. Mais dans certains cas, il faut mieux le dire parce que souvent, quand on dit que si vous dites que vous savez, ben, il va vous dire alors comment vous l'expliquez. Et si vous ne savez pas l'expliquer, vous êtes encore dans un autre délire que si vous aviez dit la vérité, quoi. Donc, je vous conseille à certains moments je prends un cas simple, qu'on vous demande comment vous mesurez une filière énergétique, vous savez qu'il y a des tests, par exemple, enfin il y en a, hein, ils sont compliqués à mettre en œuvre, mais vous pouvez le dire, ils sont compliqués à mettre en œuvre, donc vous pouvez dire que pour votre diagnostic, vous êtes basé sur les performances de début de saison ou les performances de l'an dernier, que vous avez fait un test sur une épreuve cassée, donc si c'est un nageur de 800 sur un 8 x 100, avec un départ, par exemple, je prends un Yoanné, on pourrait lui mettre un départ, bon maintenant on va mettre le départ à une 15, et être capable de mesurer donc tous ces temps de passage et comparer avec son épreuve type. Et sur la première compétition, voilà, ben, en conditions réelles, voilà. Mais j'ai pas, je ne pourrais pas, par exemple, mesurer la filière énergétique en lui faisant un prélèvement sanguin à chaque rotation de 100 mètres pour mesurer avec je ne sais quel appareil la concentration en lactate sanguin, quoi. C'est hyper, enfin, c'est juste pas possible. Donc, il faut parfois être, voilà, avoir ce caractère sincère, montrer qu'on maîtrise bien certaines choses, qu'on est un peu plus léger, et ça peut être normal sur certaines autres, mais de montrer qu'on s'y intéressait, quoi. D'accord? On continue. Ah non, on est à moitié. Alors, voilà, les niveaux, ça va aller très vite. Donc, le niveau 0. Ah mince, j'ai mal placé mon Magikarp, excusez-moi. Je le placerai autrement quand je vous enverrai le document. Le niveau 0, c'est le mec qui regarde à peine, qui n'a pas de critères, ou en tout cas ce qu'on appelle empirique, qui fait une analyse sur ses sensations, en fait, hein, sur ce qu'il a déjà vu, et puis il ne se casse pas la tête. Pas d'hypothèse de travail, et une situation qui n'a pas de lien avec le problème posé ou la résolution du problème. J'ai le souvenir, l'an dernier, je donne un sujet ou une vidéo, au bout de 10 minutes, il y en a qui ont terminé, ils m'ont écrit 5 lignes. Je suis désolé, c'est zéro, quoi. C'est juste zéro. Et niveau 0, ça correspondra plutôt à la note 0. C'est bon pour le niveau 0, certains s'y retrouvent? Non, personne? Ok, donc personne ne sera niveau 0 cette année. Très bien. Le niveau 1. On commence un peu à sortir de l'herbe. Alors, le niveau 1, c'est celui il voit déjà des choses. C'est très bien, il voit des choses. Sauf qu'en fait, il voit des choses qui n'ont rien à voir avec ce qu'on a besoin de voir, qui ne traitent pas le problème posé, enfin le problème principal posé. Je sais pas moi, il va voir de l'eau, il va dire ah tiens, l'eau est bleue. Oui, oui, cool. Donc on sait que la piscine ne tourne pas, mais ça on n'en a rien à faire, quoi. Il fait une analyse très techniciste, je sais pas, il va vous dire ah ben il tire mal. Alors il utilise des termes en plus qu'on n'aime pas forcément. Il tire mal l'eau ou il n'a pas une bonne respiration. Ça, c'est des jugements de valeur, les choses qui sont mal faites, les choses qui sont bien faites, on ne sait pas. Si je dis une bêtise, par exemple, on pourrait dire, moi par exemple qui ai eu Nicolas en troisième, je dis ouais, Nicolas, il travaillait bien. D'accord, Nicolas, je dis une bêtise, de avoir 14-15 de moyenne, je dis une bêtise. Euh, oui, super, mais c'est parce qu'il a 14-15, donc j'ai un critère. Mais par exemple, je vais dire, oh, Nicolas, il nage bien. Un non-nageur, il va dire, ah, Nicolas nage bien. Ioanné, il voit Nicolas nager, il va dire, oh, c'est nul. D'accord? Donc, la notion de bien, de bon, de mauvais, de mal, qui ne se réfère à aucun critère chiffrable, à un critère objectif, comme on dit, n'a aucun intérêt pour nous. D'accord? Je vous rappelle que sur les premières années, là, je vous en ai parlé, mais on en parle souvent, nous, les deuxièmes et les troisièmes, qu'on parle d'inefficacité, on a des critères de jugement qui nous permettent de dire qu'un nageur est inefficace. D'accord?
Ensuite, donc, on n'est pas sur les fondamentaux, donc c'est vraiment une analyse empirique. On a une hypothèse qui est banale. Ce que je veux dire, c'est que euh, il va nous donner une hypothèse ou qui n'a rien à voir avec le problème, ou une hypothèse qui pourra répondre à tout genre. Il va dire, s'il respirait mieux, ben, il nagerait plus longtemps. Dans tous les cas, si tu respires mieux, tu nages plus longtemps, quoi. C'est juste ça. Donc, il faut vraiment, euh, il faut vraiment être très pragmatique. Pareil pour la situation, c'est une situation qui pourrait résoudre tous les problèmes. C'est un peu l'entraîneur qui arrive, qui vous dit, oh ben, vous avez commencé par 8 fois 50 crawls, et puis, oh tiens, tu vas me faire un petit éducatif, sans qu'il n'y ait aucune recherche, aucune planification, aucune analyse de ce qui avait été fait avant. Alors, le niveau 2, purée, j'ai mal placé mes trucs ou quoi? J'ai mal placé tous mes trucs. Bref. Alors, le niveau 2, il observe des techniques de nage. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui met, on sent que très souvent, ce sont des nageurs entre moyens et bons. Euh, je prends le cas, hein, c'est pas méchant du tout ce que je vais dire, mais c'est par exemple les premières années qui arrivent qui sont vrais nageurs. Je prends un cas simple, ça me vient comme ça, Lucas. Lucas, il connaît très très bien les techniques de nage, ça j'en suis convaincu. Et en fait, son observation va arriver très vite là-dessus, et non pas sur une analyse qui va tourner vers l'équilibre, vers la respiration, vers les ressources, en tout cas pour l'instant. Mais déjà en première année, arriver à ce niveau d'analyse, on est déjà très bien. Enfin, plutôt bien, très bien, en plus de pouvoir à la fin de l'année utiliser les ressources. Il va décrire des trucs, des choses, il va décrire l'équilibre. Il va dire, tiens, bah, il est à l'horizontale, cool. Tiens, bah, il a la tête tout le temps hors de l'eau, cool. Ah, tiens, bah, il a des petits mouvements de bras, cool. Tiens, bah, il regarde toujours devant, bah, super, génial. Sans qu'en fait on ait de lien de causalité entre ça, entre l'équilibre et la respiration. Je dis une bêtise. Si il a la tête tout le temps hors de l'eau s'il regarde de l'air, enfin, comment je peux dire ça, s'il a tout le temps la tête hors de l'eau, ben, forcément, en termes d'information, il a des informations uniquement directes. Et on sait que s'il a la tête souvent de l'eau, très souvent, bah, c'est aussi parce ça va entraîner aussi le fait qu'il reste quasiment à la verticale ou à l'oblique. Et donc, il n'y a pas ces liens-là. Donc, en fait, on sait ce qui se passe, on ne sait pas pourquoi ça se passe, et du coup, ben, l'analyse, elle est partielle. Et c'est ce que je me marque en bas là, l'hypothèse, elle est partielle. Elle est centrée sur des techniques de nage. Donc, il va vous dire, oui, bah, moi, s'il ne met pas la tête dans l'eau, ben, je vais lui mettre la tête dans l'eau. OK. Donc, toi, j'ai envie de te dire, si tu ne sais pas courir, ben, je vais te faire courir. Si tu sais pas, je vais prendre pour Sébastien, si tu ne sais pas faire un shot, ben, je vais juste te faire faire un shot. Point. Et tu vas te débrouiller comme ça. Je vais prendre la technique et je vais la coller sur toi. Donc, c'est une analyse qui peut se révéler intéressante. Et je suis très méchant comme je dis ça, mais ça, c'est la méthode des brevets d'État ou des diplômes d'État très techniciste. Et c'est plutôt le brevet d'État qui est très fédéral et qui ne s'est pas formé à côté, quoi. Il a eu son diplôme d'État et puis voilà, je finis avec. C'est très méchant ce que je dis, hein, parce que les formations diplôme d'État et brevet d'État sont des formations qui peuvent être très très intéressantes euh, et complètes. Mais voilà, c'est vraiment le techniciste qui va vous dire, qui va rester sur des aspects très techniques. Mets ta tête dans l'eau, fais ça, et sans forcément se préoccuper peut-être, et surtout en natation, des aspects qui peuvent être cognitifs ou affectifs. Et vous savez très bien, pour ceux qui encadrent, que la dimension affective, elle est énorme. Un gamin qui a peur, vous pouvez lui dire tout ce que vous voulez, il aura toujours peur, quoi, et ça va forcément avoir une incidence sur sa motricité. Pareil, la situation elle va être très technique et très bioméca, donc ça va être un éducatif crawl avec la main qui va passer sous la planche, avec le dos de la main qui va toucher la planche, avec un bras qui va retourner tendu vers le nombril, avec une main qui va toucher, avec le pouce uniquement qui va toucher la cuisse, avec le coude qui va se relever. Enfin bon, c'est des choses très, très, très technicistes. Le niveau 3. Purée, mais comment ça se fait que tout soit mal placé sur mon diapo, c'est bien placé. Bon, bref. Sur le niveau 3, on va commencer là à être sur quelque chose qui est intéressant, sur plutôt de l'analyse de comportement. Alors, ce n'est pas pour mademoiselle Orlan, ce n'est pas Aya Nakamura qu'elle adore, c'est bien plus complexe que ça. Euh, les comportements, c'est ce que vous voyez par exemple en EDM, c'est tout ce qui est comportement moteur, conduite motrice, deux choses un petit peu semblables et à la fois totalement différentes, mais les comportements sont hyper intéressants pour nous. Quand on rentre sur le comportement, on commence à parler très souvent des ressources. Donc,
très souvent l'affectif, mais on commence à rentrer aussi sur le cognitif, sur l'idée que qu'on est sur le cognitif, surtout des coordinations, de la construction du programme moteur, et on comprend bien plus de choses. On arrive à lier donc ERP et I, donc équilibre, respiration, propulsion, information, par des liens de causalité linéaires. Ce que je veux dire, c'est qu'on va avoir une observation, par exemple, au niveau de l'équilibre, et on va l'expliquer, par exemple, par un seul fondamental. Par exemple, on va l'expliquer uniquement par l'information. On va dire, il est à l'oblique parce qu'il veut regarder devant lui. Et on aura peut-être oublié de dire que il est peut-être aussi à la verticale parce qu'il, certes, il veut regarder devant lui, mais c'est aussi un moyen de conserver les voies aériennes dégagées. Donc, on a une part affective et donc et aussi respiratoire. Donc, voilà. Ensuite, vous commencez, c'est là que ça devient, voilà, c'est vraiment à ce niveau-là que ça devient intéressant. Vous commencez à entrevoir les ressources. Donc, sans forcément établir de lien avec le RPI, on peut dire il est à l'horizontale, il regarde tout le temps devant lui, il tient le bord, tiens, c'est peut-être qu'il a peur. Point. On ne va pas plus loin. Et c'est dommage. Après, l'hypothèse, c'est une hypothèse qui est vraie, qui va très souvent être centrée sur la biomécanique, ce qui peut se comprendre parce qu'on ne prend pas le risque d'aller traiter de l'affectif ou autre chose. Mais quand on fait que du biomécanique, on occulte une grosse partie du problème. Je reprends souvent le cas. C'est rigolo, mais vous allez en soirée, vous allez en boîte de nuit, et puis vous voyez la fille ou le gars qui vous plaît, et puis vous dites ah non, moi je ne veux pas y aller parce que je suis timide. On dit je suis timide, mais en fait, je suis timide traduit j'ai peur, une forme d'affectivité. Et très souvent, la seule chose qui vous débloque, c'est pas que votre copain va vous dire ouais, ouais, allez, vas-y, vas-y, ça vous convainc jamais. Hein. Très souvent, ce qui arrive à vous convaincre, c'est trois whisky coca plus deux petits punch, et puis là, vous y allez. Bon, bien sûr, c'est un échec souvent. Mais il faut, j'ai envie de vous dire, il faut quelque chose qui puisse inhiber la ressource informationnelle, sémiotrice et affective. Donc là, en l'occurrence, là, vous trouvez souvent le biais qui est l'alcool, et ça vous permet de vous décoincer. Eh ben, c'est un peu pareil quand vous êtes avec des gamins qui ont un souci affectif ou autre chose. Vous n'allez pas leur donner de l'alcool, bien sûr, hein, n'est-ce pas? Mais vous allez devoir trouver le biais, un biais pédagogique qui va permettre de débloquer cette ressource, par exemple affective ou cognitive, et qui, par rebond, va transformer la motricité. Je me fais comprendre là-dessus? Là, vous avez le droit de répondre à l'écrit. Hein. Ça permettra de boire aussi un peu le café en continu. Bon, Lanes, on sait que tu as ces problèmes en boîte de nuit. Il n'y a pas de souci. Hein? Alors, je reprends. Le niveau 3 a très souvent tendance à expliquer, à faire une analyse avec les ressources et avec les ressources et avec les fondamentaux, sans forcément y établir un lien strict ou un lien multicausal. Et en fait, ça se ressent sur l'hypothèse. En fait, l'explication est très souvent biomécanique. C'est-à-dire que je vais simplement m'intéresser au trajet des segments, à l'orientation des appuis qui va transformer la conduite. Si vous avez un enfant qui a peur de l'eau, la simple biomécanique ne va pas résoudre le jeu. Et je dis pas le jeu, ne va pas résoudre la situation. C'est-à-dire que vous allez beau lui dire je sais pas moi, de se coucher, de se mettre couché dans l'eau avec le visage dans l'eau, s'il a peur de mettre le visage dans l'eau, il ne se mettra, il va jamais se coucher. Et l'exemple que je prenais, c'est l'exemple de la personne timide qui va en boîte de nuit et qui pour aborder la fille qui lui plaît, voilà, elle va devoir trouver un biais. Et le biais, souvent, en boîte de nuit, comme je vous dis, pour vous, c'est l'alcool. Pour les enfants, ce ne sera pas l'alcool, mais par exemple, comme il nous dit là, Alexandre, le jeu. Le jeu est un biais qui va permettre de détacher l'enfant du milieu qui lui fait peur. Par exemple, je prends vraiment le cas de l'aquaphobe, et qui va permettre, par le fait de diminuer cette charge affective, de transformer la motricité. Il va oser d'autres choses. Je me fais mieux comprendre là? Très bien. Alors, pareil, donc la situation, ça va être toujours pareil. On va être dans une situation très classique, des situations qui sont, j'ai envie de dire, calquées sur des bouquins ou sur un site internet sur lequel on aura une situation lambda, mais qui va rester très technique et qui va, comme je dis, qui va pas mettre en jeu les ressources. Et comme je dis souvent, les ressources causent. Alors, le niveau 4, là, on commence à rentrer dans du sérieux. Hein. Yoanné, il adore le niveau 4, hein, je sais très bien. Donc, il observe toujours des comportements.
Cette fois-ci, il va commencer à réaliser des liens entre les fondamentaux qui vont être des liens de causalité multiples. C'est-à-dire que si, par exemple, je reprends toujours le même cas, si j'ai mon pratiquant qui a l'oblique avec la tête hors de l'eau, ben, c'est peut-être de une parce qu'il cherche à conserver les voies respiratoires hors de l'eau pour respirer, pour survivre. Ensuite, parce qu'il veut voir où il va, parce qu'il veut retrouver des repères de terrien. Et c'est peut-être parce qu'il a peur, mon gars, hein. C'est peut-être s'il fait ça, c'est qu'il a peur. Il a peur de ne pas savoir où il va. Il a peut-être, il a peur de prendre de l'eau dans les poumons. Il a peur de se noyer. Et là, il commence, comme je vous dis, donc exactement ce que je viens de faire. Il fait des liens. Il part du constat qu'il y a un souci au niveau de l'équilibre et il se dit que c'est peut-être lié et à la respiration et ou à la respiration et ou à l'information. Après, si vous voyez qu'il n'a pas peur, alors il faut trouver les indicateurs comme quoi, les indicateurs de la peur ou pas de la peur. Je prends un cas simple. Si vous voyez on peut aller très loin, hein. Si vous voyez qu'il tient le bord avec les deux mains, très souvent, c'est de l'affectif. Si on peut aller jusqu'à, si la vidéo est de bonne qualité, jusqu'à lire les expressions du visage. Alors ça, c'était, comment elle s'appelle? C'était Dominique Bossu, il y a 2 ans, qui est, je crois, qui était présidente de l'agrég interne, qui faisait ça. Elle disait, il faut observer tous les comportements. Donc, si vous voyez à l'expression du visage qu'il a les yeux grands ouverts, qu'il est en panique, qu'il a la bouche grande ouverte, qu'il est hyper stressé, vous pouvez en déduire qu'il a peur, quoi. D'accord? Ce sont des indicateurs objectifs qui vous permettent de déceler de la peur. Ensuite, il essaie d'établir le lien entre les ressources et les fondamentaux. Comme je viens de le faire, mais il y a un souci. On voit bien qu'au niveau de l'équilibre, on peut dire que c'est peut-être la respi, c'est peut-être l'info, la prise d'information, et c'est peut-être parce qu'il a peur. Donc là, je viens de lier les fondamentaux entre eux avec des liens multicausaux. Putain, des liens multicausaux. Purée, je suis fort. Avec une ressource. Après, on peut, comme je viens de le faire là, le faire de manière linéaire. Donc, il y a le lien multicausal entre E et RPI, et il y a un lien unicausal avec les ressources. Vous voyez que ça commence à devenir complexe. Donc, imaginez qu'on va être au niveau 5, on va faire du multicausal ERP et du multicausal ressources et du multicausal entre les deux. Donc, c'est très compliqué. Et c'est là où il va falloir pouvoir faire le tri des infos. L'hypothèse, elle est ce que j'appelle réaliste, mais souvent partielle. Donc, soit on est énormément sur les ressources, soit on est énormément sur les fondamentaux. Mais on est déjà dans quelque chose qui est vrai, qui est pertinent, qui va forcément taper dans la zone qu'on recherche. Avec des situations comme je vous marque ici, c'est là où la note commence à monter, qu'on a des situations logiques en lien avec l'analyse, enfin l'hypothèse en lien avec l'analyse, et là on est vraiment dans le vrai. La dernière, donc c'est le niveau 5. Le niveau 5, qui pour moi est le plus haut niveau d'analyse qu'on peut chercher, là, comme je vous dis, donc ce qui est marqué en rouge, hein, c'est des grands mots, hein, c'est des comportements, des attitudes qui vont être révélatrices au regard des ressources et de l'efficacité. C'est une grande phrase, mais simplement, c'est pour vous dire qu'on va déjà déceler de l'efficacité en priorité. C'est ce qu'on avait fait avec Tom, hein. C'est-à-dire on commençait souvent notre oral en disant, voilà, j'observe une vidéo de 30 secondes, euh, elle dure, donc mon nageur, pendant ces 30 secondes, il réalise telle distance. Ça veut dire que si je réalise telle distance en tant de temps, ça veut dire que j'avance à telle vitesse. On peut en déduire que je suis plutôt efficace ou plutôt inefficace. Pendant ce temps de course, il réalise tant de coups de bras pour réaliser 25 mètres. Donc, on peut supposer que par coup de bras, il réalise telle distance. On peut donc, encore une fois, appuyer le fait qu'il soit plus ou moins efficace ou plus ou moins inefficace. Voilà. Et après, on rentre dans le vif du sujet où on dit, ben voilà, maintenant que j'ai dit mon gars, il est inefficace, on peut se poser la question du pourquoi il est inefficace. Donc, au niveau de l'équilibre, et là, je rentre sur ERP, au niveau de l'équilibre, voilà, machin, voilà ce que je vois. Je peux supposer que c'est parce qu'il a besoin de respirer, donc c'est un problème qui est lié à la respiration ou à l'information. Et en même temps, je vois que les yeux, ils sont grands ouverts, qu'il est stressé, il est hyper crispé. Je vois qu'au niveau des trapèzes, il est très, très contracté, il a les bras tendus, il a les mains ouvertes. Je peux supposer que là, c'est bon, on a un petit souci affectif. Et là, je commence à rentrer dans une analyse du sujet. Et puis, quand je viens de me dire un problème affectif et je suis les infos, justement, les informations, elles sont directes, tout le temps directes. Il est dans un repère de terrien. Il a une inefficacité propulsive parce que forcément, s'il regarde, s'il cherche des informations, qu'il est redressé, qu'il est à la verticale, il va orienter ses actions propulsives vers le bas.
Si je me réfère à la loi d'action-réaction de Newton, s'il oriente ses actions vers le bas, mécaniquement, il va se diriger vers le haut. Et le but, bien sûr, c'est pas d'aller rejoindre le seigneur en natation, c'est d'aller vers le mur. Donc, ça explique encore mon inefficacité. Donc, là, on commence à rentrer dans des analyses qui vont être très poussées, très multicausales. Et là où vous allez être embêté quand vous allez dans le multicausal, c'est qu'en fait, vous allez vous retrouver comme Anaël tout à l'heure, avec un gros paquet de connaissances. Il va falloir faire le tri. Là, le problème, il va être inverse. Le niveau 0, 1, 2, voire niveau 0, 1 seulement, le problème, c'est qu'en fait, j'ai envie de vous dire, c'est comme un gars et une fille. Hein. Un gars, enfin, je prends mon cas, moi, j'ai pas 10 000 vêtements, donc je prends ce qui est à ma disposition et puis je m'habille. Le problème de ma femme, il est différent. C'est-à-dire qu'elle, elle a tellement de vêtements qu'il faut pouvoir choisir. Donc voilà, c'est un peu la différence. Si vous devez faire une différence, c'est celle-là en termes de volume de connaissances et de problèmes posés pour vous sur, sur l'oral. Bon, il faut aller quand même pas mal vite, Johanné, hein, pour se manger le mur. Mais bon, voilà. Est-ce que vous comprenez un peu la différence entre le niveau 1 et le niveau 5? Oui, non, peut-être. Pas du tout. Moi, je me prends un café. Ça s'en fait beaucoup. Donc voilà, le gros problème du niveau 5, c'est qu'il va falloir vraiment faire le tri. C'est pour ça que la première année, je vous bassine avec des connaissances. La deuxième année, on fait plus même de la connaissance que de l'oral. Et par contre, au niveau 3, je suis quasiment intransigeant sur la qualité de votre oral, quoi. Dès qu'il y a un écueil, ou au niveau des connaissances ou de la logique et tout, ben, ça part direct, quoi. OK? Alors, ensuite, ben, je termine quand même. Donc, il arrive à lier, comme je vous dis, du multicausal au niveau des ressources et des fondamentaux, c'est-à-dire qu'il explique le fondamental par rapport à une, voire deux ressources. Et le top niveau, c'est qu'il est capable de dire, ben voilà, ça peut être ça et ça. Et en fonction de l'observation qu'il va avoir, ben, il va dire, ben, pour moi, c'est plutôt ça, quoi. C'est-à-dire qu'il va se baser sur la vidéo pour dire, ben, voilà, ça peut être ou de l'affectif ou de l'informationnel par rapport à la coordination des actions. Il va dire, ben, par rapport à ce que je vois de mon nageur, pour moi, par rapport à ça, ça et ça, ben, ça va être plus de l'informationnel que de l'affectif. Et c'est là où le niveau, il commence vraiment à monter. Ensuite, je vous rappelle aussi que on est toujours au regard de l'efficacité, donc je l'ai mis là. Euh, Vous allez avoir ensuite une hypothèse qui va découler du cheminement et de l'analyse avec des situations logiques. Pour pouvoir confirmer que vous êtes dans le vrai, il faudrait pouvoir lire votre analyse du haut vers le bas, donc du sujet jusqu'à votre hypothèse, et inversement. Je sais pas moi, dire voilà, la vidéo qu'on me propose m'invite à étudier tel type de cas, voilà comment je l'analyse, machin, et qui me permet de dire que je vais faire ça. Et en théorie, ça devrait être logique. Et quand vous allez lire dans l'autre sens, vous dire, ben voilà, moi, mon hypothèse de travail, c'est ça, parce que le pratiquant que j'ai, voilà, il fait ça, ça, ça et ça, expliqué par ses fondamentaux et ses ressources, d'accord? Parce que, en fait, ben, quand je le vois nager, ben voilà ce que je vois. Il faut être capable de pouvoir lire dans les deux sens. Si vous êtes capable de lire votre analyse dans les deux sens, c'est que vous êtes, en règle générale, dans le vrai. D'accord? Enfin, et dernière petite chose, parce que j'en ai pas parlé là, mais on le fait souvent, c'est la référence à l'expert. Donc souvent, ce que je vous propose et ce que Tom avait fait très bien une fois avec nous là, c'est qu'en fait, il avait dit, alors moi je vous dis souvent, vous faites votre analyse et à la fin de l'analyse, vous mettez un gros pâté qui dit, euh, mon nageur n'est pas un expert, l'expert, à contrario, a tendance à faire ça. Donc bien sûr, on sort, il a tendance à respirer longtemps, placer son inspiration en fin de trajet moteur, enfin on sort vraiment le top du top pour montrer la différence avec le nageur qu'on a et ce qu'on va faire avec lui. Tom avait trouvé un truc qui était très bien, Anaël aussi, c'est-à-dire qu'en fait, il dispatchait ce gros paquet. Par exemple, quand il posait un problème de respiration sur leur nageur, il mettait juste une petite phrase en disant, à contrario, l'expert a tendance à plutôt faire ça. Et en fait, je trouvais que ça sortait, ça, en termes de lisibilité, ça passait bien mieux. Donc, comme je vous dis, hein, là, c'est Tom qui l'avait trouvé. C'est pas moi qui lui ai dit de faire ça. Et j'avais trouvé ça très pertinent. Donc, n'ayez pas crainte, n'ayez pas peur de tenter parfois des choses, d'essayer. C'est bon, c'est super. C'est pas bon, je vais pas, vous n'allez pas non plus en mourir. Hein. C'est pas comme si, surtout pour les deuxième et troisième années, c'est pas comme si on se connaissait pas quoi. Donc des fois il faut tenter, ça peut être très bien. On est bon? Très bien. Alors,
si on est bon, on va enchaîner. Donc, il y avait une analyse de vidéo à faire. Je suis sûr que Sven, étant un très bon étudiant, Sgeg, il a fait, n'est-ce pas, Sgeg? Sgeg, Sgegou, Sgegi. Oui, Sgeg, tu as fait ton analyse de vidéo. Alors, on va tous couper notre micro, moi y compris. Tu vas avoir le temps qui t'est nécessaire. Bon, on va pas excéder 10 minutes pour nous exposer ton analyse, d'accord, de vidéo. Donc, normalement, tout le monde a cette vidéo sur son téléphone puisque je l'ai envoyée sur le groupe par WhatsApp, là. Et donc, nous, on va t'écouter jusqu'à ce que tu termines. Moi, je vais couper le micro. Et après, je vais d'abord laisser les autres s'exprimer. Chacun, bien sûr, on va pas tous parler en même temps. On va peut-être plutôt le faire à l'oral parce que ça ira plus vite. Et moi, à la fin, ben, je vais faire aussi un apport de connaissances et puis on va voir où est-ce qu'on se trouve. Ça vous va? Non, ben ça va à personne en fait, hein. Ok, bon, si c'est carré, je coupe mon micro. Sgeg, on t'écoute. Active ton micro, Sgeg, qu'on t'écoute. Allô? Mais on n'est pas au téléphone, mais c'est bon, on t'entend. Tu peux y aller, je coupe mon micro. Ok. Alors, euh, bonjour. Sur la vidéo qui nous sert de support, nous pouvons observer un homme de 19 ans, appartenant donc à la catégorie senior, réalisant une distance de 25 mètres en papillon. Lors de cette présentation, le nageur a réalisé une distance de 25 mètres en 34 secondes, lors desquelles on a pu dénombrer 16 cycles de bras. Ainsi, notre analyse sera basée sur l'équilibre, la respiration, la propulsion et l'information du nageur, en s'inspirant de la définition de la nage de Cato et Garoff, datée de 1974. Premièrement, on peut noter que la propulsion du nageur euh, au départ, lors de sa glissée ventrale, est extrêmement courte. De plus, sa propulsion de ses membres inférieurs devrait être réalisée pieds joints pour plus d'efficacité, car celle-ci se rapproche plus d'un mouvement de brasse que d'un mouvement de papillon dans la vidéo. Euh, Ensuite, on peut observer une dissociation entre ses jambes et ses bras qui fait que la propulsion n'est pas optimale, mais freinatrice, surtout lors de la rentrée, le retour de bras et la rentrée dans l'eau et de la rentrée dans l'eau. Alors que contrairement aux nageurs professionnels qui a une nage sans trou moteur et qui utilise l'ondulation pour bien associer les mouvements de bras aux mouvements de jambes lors de la rentrée de l'eau. Ensuite, l'équilibre est interrompu lors de la respiration et du retour de bras. Euh, le nageur passe de l'horizontal à l'oblique. Ça engendre une augmentation de la surface de mètre couple et de son coefficient de forme. Du coup, il adopte une forme moins hydrodynamique, ce qui augmente ainsi la résistance frontale et son aspiration de queue. Tandis que le nageur professionnel a un équilibre horizontal pour limiter les résistances à l'avancement. Ensuite, il aura une respiration, le nageur que l'on va étudier aura une respiration toutes les 2 ondulations et à chaque fois qu'il réalisera un cycle de bras. Euh, on observe que sa respiration est longue, puisqu'il sort entièrement la tête de l'eau, même lors de la replongée dans l'eau, ce qui n'est pas efficace, contrairement aux nageurs professionnels, qui aura une expiration active sous l'eau et une inspiration réflexe pour réduire le temps qu'il passe la tête hors de l'eau, pour pouvoir ensuite replonger le plus efficacement possible en adoptant la forme la plus hydrodynamique.
Ensuite, le côté informationnel, c'est que le nageur est pratiquement immobile la tête du nageur est pratiquement immobile et toujours à la recherche de l'horizon pour faciliter la prise d'information et la respiration du nageur. Contrairement au nageur professionnel qui aura quant à lui un regard dirigé vers le fond du bassin, sauf lors de la respiration et du retour de bras, qui est très bref et dirigé vers l'avant puis vers le fond afin de faciliter la rentrée dans l'eau. Ainsi, nous pouvons déduire que le sujet est un nageur de niveau 1 euh, du fait de sa difficulté à réaliser une ondulation et, euh, et, à, et à réaliser efficacement un retour de bras sans avoir la tête qui sort complètement de l'eau. De plus, on peut noter que pour faciliter la sortie de la tête lors de la respiration et du retour de bras, le nageur a une surface propulsive dirigée vers le bas et non vers l'arrière, contrairement au nageur professionnel. Ce qui a pour effet de ralentir sa nage, enfin, non de ralentir, si de ralentir sa nage. Ainsi, sans avoir la prétention d'atteindre le niveau du nageur professionnel, nous travaillons sur l'hypothèse que le nageur doit, pour s'améliorer, agir sur ses ressources affectives, puisque la nage est organisée autour de la respiration et du retour de bras pour permettre au nageur de sortir sa tête hors de l'eau. La seconde hypothèse sera qu'il s'agit aussi des ressources biomécaniques, puisque le retour de bras est extrêmement haut et peu efficace pour la rentrée du nageur dans l'eau. Ainsi, nous réaliserons 2 exercices pour le nageur pour qu'il puisse s'améliorer. Le premier consistera à placer une planche sous son thorax pour travailler indépendamment la tête et le retour de bras, en isolant l'ondulation et les jambes pour limiter la charge de travail. Et le second consistera à travailler spécifiquement sur les ondulations, en modifiant l'amplitude et la fréquence, en commençant avec de grandes amplitudes et peu de fréquence, pour ensuite aller vers une nage plus professionnelle, entre guillemets, c'est-à-dire avec un rapport fréquence-amplitude adapté au nageur. C'est bon? Allô? C'est Ouais. bon? Ok, alors je vais vous laisser un peu la parole aux autres. La première chose que je voudrais savoir, c'est pour vous, il est sur quel niveau de qualité d'oral? Et ensuite, si vous avez des questions à lui poser, et lui, il va y répondre. Donc, si vous pouviez, alors vous pouvez activer le micro autant qu'on ne parle pas tous en même temps. D'accord? Donc voilà, on va commencer d'abord. Alors, vous marquez, vous mettez une petite notif, comme ça je vous donne la parole l'un après l'autre, hein. Par exemple, Alexandre, vas-y la montée, pose ta question, puisque tu as mis quelque chose. Des niveaux 3 et pourquoi? La montée par niveau, quoi. Oui, oui, c'est bon. Alors, vas-y. Non, parce que, en fait, c'est un peu quand même, ça reste un peu confus. Genre, il parle de ressources, mais il parle de plein de trucs en même temps. Et il fait pas forcément, il parle des ressources, mais il n'arrive pas à faire le lien entre les ressources et RPI, tout ça. Hum. Est-ce que quelqu'un d'autre a un avis là-dessus? Personne? Est-ce que quelqu'un a des questions à lui poser? Ah oui, Ioanni, voulait demander, c'est quoi un nageur professionnel? Sven. Un nageur professionnel, pour ma définition, c'était un nageur de niveau olympique qui réalise des performances Olympique? enregistrées. Même quand tu n'es pas Oui, nageur olympique, même quand t'es pas nageur olympique, on enregistre tes perfs, hein. certes. Bah oui, un nageur olympique. Ok. Personne n'a de questions? Moi, j'ai une question. Vas-y. Euh,
Parce que en fait, comme on a étudié, là c'était du papillon. En fait, il y avait pas beaucoup, il y a pas beaucoup de référentiels pour références sur internet pour l'indice de nage ou l'indice de verger. Du coup, est-ce que je pourrais me faire un tableau personnel pour avoir des référencements pour l'indice de nage? Alors, tu peux te faire ça, mais surtout, comme on fait en crawl pour Caleb Dressel, tu pourrais très bien essayer de prendre, je dis une bêtise, hein, tu ne vas pas aller chercher jusqu'au mondiaux, tu peux chercher simplement, par exemple, comment il s'appelle, Mehdi Metella, tu peux calculer son liste de verger, tu peux dire, voilà, telle performance à telle date, voilà son liste de verger, ou voilà le nombre de coups bras qu'il réalise, voilà la distance qu'il parcourt. D'accord. Ce serait Merci. possible. D'autres D'accord. remarques? Je vous rappelle que le cours, il n'est pas pour moi, hein. Moi, je veux dire, je m'en fiche. Mais si vous ne posez pas de questions, n'attendez pas à ce que la semaine prochaine, quand vous me dites, quand vous viendrez me dire comment on fait, moi, il y a un moment, je ne peux répondre, quoi. Donc, si vous ne parlez pas, ne venez rien me demander après, quoi. Bon. S'il n'y a personne qui a besoin de poser de questions, moi, j'y vais, hein. Alors, qui est-ce qui est dans les cas? Je vous rappelle que vous pouvez utiliser le micro tant qu'on ne parle pas en même temps. Ce sera peut-être mieux que de passer votre temps à écrire. Tu penses que c'est quel niveau, toi, Batman? Moi, je serais sur niveau plutôt 2. Pourquoi? Ben, pour ce qui est marqué dans le niveau 2, non. C'est simplement qu'il parle très très peu des ressources. Il n'en parle pas pendant son analyse, hein. Aucune. Et puis à l'hypothèse, tiens, ben, ce serait de l'affectif. Ben ouais, cool, mais pourquoi? On ne sait toujours pas. Pareil, il commence sur le RP, il nous fait énormément de fondamentales. Donc oui, alors la propulsion elle est courte, les mains rentrent comme ci, rentrent comme ça. Cool, ok, mais encore. Après, il nous parle donc de l'expert, il nous parle du trou moteur. Quel est le lien avec ce qu'il a observé chez le nageur d'avant? On ne sait pas. Ensuite, il nous parle il passe directement. Il n'y a pas de lien entre la propulsion et l'équilibre dont il parle juste après. Donc, il augmente les résistances, machin, c'est super, le redressement, il augmente l'aspiration de queue, on ne sait pas pourquoi. L'expert est à l'horizontale. En papillon, il n'est pas exactement à l'horizontale, hein, mais bon, voilà, donc ça, c'est déjà une petite erreur. Voilà, donc il est à l'horizontale, mais oui, bon, bah, pour diminuer la résistance à l'avancement, sauf qu'il est à l'horizontale dans toutes les nages, sauf en papillon et un peu en brasse parce que ce sont des nages qui ondulent, donc il n'est pas complètement à l'horizontale, donc c'est pas bon, quoi. Ensuite, il passe à la respiration. Bon, bah, cool, super, on passe à la respiration sans savoir trop pourquoi. Il respire tous les 2 cycles. Ça ne nous avance pas beaucoup parce qu'il ne nous explique pas quel serait l'intérêt de respirer tous les 2 cycles. On parle d'une replongée, donc je ne sais pas ce que c'est qu'une replongée en papillon. Ensuite, il nous dit oui, l'expert inspire de manière passive, expire, oui, mais ça, il le fait dans toutes les nages. Mais le nôtre, il fait quoi? Et comment on peut le temps? C'est quoi le ratio du temps d'inspi et du temps d'expi? On ne sait pas. Oui, quelques informations. La tête est dissociée. Sa tête, on ne sait même pas si elle est dissociée, celle de Charboy. On ne sait pas du tout, du tout, du tout. Et il nous dit de plus, et je ne sais plus quoi. Et enfin, il nous dit bon, ben, ça va, les gars, ben, ça va être de l'affectif, point. Cool. Et en plus, on va faire du rapport fréquence-amplitude dont on n'a pas parlé avant. Super. Donc en fait, je suis désolé, quoi, ça ne répond pas du tout à ce qui est posé dans la vidéo, quoi. D'accord? Ok, ok, je vois. Bon. Alors, je réponds à Fabien. C'est une question, Fabien? Ah oui, oui, c'est ça, c'est une question. Sven, c'est pour toi la question. Est-ce que tu peux reparler des ressources affectives pour le nageur de la vidéo, s'il te plaît? Oui, les ressources affectives, c'était lié à son envie de respirer, du coup, de sortir la tête avec ses surfaces propulsives vers le fond du bassin. Euh, Et pour voilà. pouvoir respirer, avoir mais après c'est informationnel si je dis pour avoir
pour regarder l'horizon. Plus affectif. Et tu vois, tu nous as pas fait ce lien-là. Tu nous as dit, bon, ben, la propulsion, c'est ça, c'est ça. Oui. Cool. Ben, il est redressé, mais on ne sait pas si c'est dû à la propulsion ou dû à autre chose. Et après, tiens, ben, il reste que tous les deux cycles. Mais en aucun cas, tu n'introduis un semblant de peut-être affectivité, de peut-être besoin de respirer, de peut-être. Donc en fait, nous, l'affectif, elle arrive juste à ton hypothèse. Donc elle tombe, excuse-moi de le dire, elle tombe comme ton premier caca dans les WC, quoi. Yes, je vois. Sven, j'ai une question. Ouais. Dans l'équilibre, tu dis qu'à un moment, il est à l'horizontale et qu'il passe à l'oblique. À quel moment Oui. il passe à l'oblique? Lors de la respiration et du retour de bras. Et tu trouves qu'il passe à l'oblique là? Oui. Il y a un retour de bras extrêmement haut, je trouve. Du coup, il est à l'oblique parce qu'il ne maîtrise pas totalement l'ondulation pour le maintenir. On n'a pas plus Voilà. l'impression que son bassin s'enfonce, Comment? mais il est pas totalement à l'oblique. On a juste l'impression que son bassin s'enfonce. Enfin, son bassin s'enfonce. Bah oui, mais la ligne pied, bassin, épaule, elle est à l'oblique. Ok. Alors déjà, Fabien, on a répondu à ta question? Ok. Alors, j'essaie de les prendre par ordre. Ensuite, on a Naomi. Alors, attends. Bon. Laisse savoir. Pour le mouvement de bras en papillon, est-ce qu'on ne dit pas que Alors, euh, on préfère parler de godille parce que quand on parle de balayage, on est sur un terme très particulier. Quand on parle de balayage, on parle de surface. Souvent, les balayages se font de surface. Quand on parle de godille, on parle des trois plans de l'espace. Pour le papillon, tu vas avoir un peu un double mouvement de crawl, grosso modo, hein, avec une phase d'appui un peu plus large, parce que tu utilises les deux bras, donc en termes de souplesse au niveau de l'épaule, tu es un peu plus limité. Mais en fait, tu vas avoir une première godille qui va être vers l'extérieur et un peu vers le fond, qui va être ta phase de prise d'appui et ton début de phase de traction. Tu vas ensuite, une fois que tu auras fini cette phase d'appui, tu vas avoir une deuxième godille, donc les deux bras en même temps, en fait, où les coudes vont commencer à se casser et elle va être vers l'intérieur et très légèrement vers le haut. Donc, tes deux mains vont revenir grosso modo vers ton bassin. Et enfin, tu vas avoir une troisième godille qui va être vers le haut, donc vers la surface, et vers l'arrière, plus vers l'arrière, de manière à te permettre de sortir les mains et d'aller vers l'avant. Ce sont les trois grandes godilles, j'ai bien dit grandes godilles du papillon. C'est bon? Lucas, tu es d'accord? Ok, ok. Alors, je continue. Alors, au moment où il parle des ressources info au niveau de sa comparaison. Alors, oui, 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 Lens, écrit français. Au moment où il parle de la ressource info au niveau de sa comparaison avec le nageur expert, je n'ai pas tout compris. Ah oui, alors, Sven me dira si je me trompe ou pas. En gros, moi, ce qui m'embête au niveau de la ressource info, il dit qu'en fait, moi, ce que j'ai compris, puisque j'ai pas trop vu le versant où il parle du nageur. En fait, il dit que, en gros, le nageur va. Alors, moi, je le dis avec mes mots, hein, mais le nageur dissocie l'orientation de son regard, un peu comme en crawl, c'est-à-dire que tant qu'il va être en phase d'expiration, ben, le regard va être vers le fond, très, très, très légèrement vers l'avant, mais très, très, très légèrement. Donc, il va avoir une prise d'info indirecte. Et quand il va inspirer, ben, il va juste pousser le menton en avant. Donc, en fait, juste en dissociant sa tête, il va éviter le redressement. Ça, c'est ce qu'il dit du nageur expert. Excusez-moi, du nageur professionnel, excusez-moi, du nageur olympique, comme nous dit M. Sgeg, docteur Sgeg, le docteur en natation. Et en fait, je pense qu'il suppose, puisqu'il ne nous l'a pas dit clairement, il suppose qu'en fait, le nageur qu'on a là, en fait, il ne dissocie pas sa tête, quoi. Et son regard est tout le temps en avant. Je crois que c'est à peu près ça qu'il voulait dire. Je me trompe, Sgeg? Non, c'est ça. Voilà, mais voilà, avec des mots un peu plus français, quoi. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ou est-ce que je peux me l'enchaîner? Non, pas d'autres questions? Ok. Bon, Sven, active ton micro. Oui. Bon,
Tu commences ton oral avec bonjour. Donc ça commence mal. Il fait 25 pas, puis il fait 25 mètres en 34 secondes et il fait 16 cycles de bras. Point. On en fait quoi de ça? C'est pour faire joli? Bah, c'est pour initier le niveau, mais le niveau, je le donne à la fin pour avec toutes les Mais informations. clairement, à quoi ça nous sert de savoir qu'il fait 25 mètres en 34 secondes? À quel moment on a un indicateur d'efficacité là-dessus? Bah, justement, c'était pour l'indice parce que. Pourquoi tu ne nous dis pas il fait 25 mètres à 34 secondes? Tu fais un rapport, tu nous dis que si, on sait très bien que s'il fait 25 mètres en 25 secondes, c'est 1 mètre par seconde. Là, il est à 34 secondes, il est à moins de mètres par seconde, donc il est inefficace. Point. D'accord. Pareil, il fait 16 cycles de bras pour 25 mètres. Alors, tu peux supposer que quand tu comptes en coups de bras, tu peux dire 25 mètres pour 25 coups de bras, c'est bon. Tu peux donc supposer que la moitié sur un cycle, donc les deux bras en même temps, s'il fait la moitié, donc 12,5, 12 cycles et demi, on peut supposer qu'il est efficace. Et donc, s'il fait plus de 12 cycles et demi, il est inefficace. Tu peux partir de ton analyse en crawl. Parce qu'en fait, là, tu nous dis un truc et tu nous dis, ben voilà, ben il nage à telle vitesse, il fait tant de cycles et puis débrouille-toi avec, quoi. Ça ne sert à rien. La manière dont tu l'annonces, ça ne nous avance à rien. Ensuite, oui, alors, tout de suite après, hein, nous allons analyser notre nageur avec ERP de Kato-Garov 1974. Un, c'est mal dit. Deux, ben ouais, cool, ben, super. Mais encore. Je sais pas, il faut que ta formulation soit plus nette que ça. Il faut que ce soit plus français. Tu peux dire l'analyse que nous allons effectuer va s'actualiser à travers le référentiel équilibre, respiration, propulsion, information, énoncé par Kato et Garov et Nathalie Gall. Ça fait plus français, quoi. Ça fait plus sérieux. Ok. Ensuite, super. Alors, il a des mouvements de bras courts. Il devrait avoir les jambes, les pieds joints. Annonce-le différemment. Tu peux dire simplement que déjà, bah, il fait 16 cycles de bras, on peut supposer qu'il a énormément de fréquences. Et sur la vidéo, on peut constater que le trajet des bras est court. Et tu fais, alors là, tu ne peux pas le faire en l'occurrence, mais tu peux dire que sur la vidéo, on voit que les trajets des bras commencent, je sais pas moi, avec des bras. Alors là, j'avoue que je n'ai pas la vidéo sous les yeux, mais qu'elles commencent avec des bras qui ne sont pas complètement tendus, en tout cas qui sont très fléchis, et avec une sortie des mains qui se réalise au niveau du bassin, alors qu'elle devrait se réaliser plutôt vers les cuisses. Là, tu peux dire bah, que les trajets des bras sont courts. Pour l'instant, avec ce que tu nous dis, pour moi, le trajet n'est pas court, quoi. Juste, ouais, j'ai vu, et puis bah, je vous dis ça. Pareil pour les pieds joints. Les pieds joints, oui, c'est bien. Pourquoi les pieds joints, c'est plus efficace? Alors, moi, les pieds joints, c'est moins efficace pour moi. Surtout que pour moi, si les pieds sont joints, ça veut dire que les talons et les orteils sont collés. Et les gros orteils sont collés. Donc, pour moi, c'est complètement inefficace, moi, pour un double battement. Sachant qu'on a déjà travaillé sur le battement. Oui, mais là, c'était plutôt pour dire que ça se rapprochait un peu trop de la brasse que du papillon. Ouais, mais si ça se rapproche de la brasse, ça veut dire que les talons sont collés et que les orteils sont décollés. Lucas, tu vas écrire après, laisse-moi terminer. Garde ta réflexion pour toi pour l'instant. Alors, je continue. Voilà, en tout cas, ça ne nous apporte rien. On ne sait pas du tout ce que la propulsion, quel écueil véritablement il y a au niveau de la propulsion. Là, tu aurais pu dire, ben, je ne sais pas moi, un truc, je pense, hein, si tu rentres sur le redressement, dire que les coudes sont plutôt orientés vers le bas. Et donc, si les coudes sont orientés vers le bas, ben, biomécaniquement, il ne peut orienter sa poussée que vers le fond. Et donc, ça va provoquer un redressement. Et là, tu enchaînes tu peux enchaîner derrière sur l'équilibre. D'ailleurs, tu aurais pu dire très simplement sur cette action-là que l'expert, le nageur expert, et non pas le nageur professionnel, plutôt que de nous parler du trou moteur, parce que tu nous as rien dit sur le trou moteur de Charboy, tu nous dis simplement le nageur, il n'a pas de trou moteur. Non, là, si tu rentres sur des trajets de bras courts et pieds joints, tu devais nous faire l'expert, lui, a un trajet de bras qui va partir de très loin devant avec les bras tendus, avec une sortie des mains au niveau des cuisses, avec des orteils collés, les talons décollés, les pieds enfin voilà, quoi, un truc comme ça. Là, tu ne nous dis rien du tout. Tu nous dis, ben, le mec, il n'a pas de trou moteur, alors que tu ne nous as jamais parlé de trou moteur avant. Surtout qu'en plus, il a 16 cycles de bras, est-ce qu'on n'est pas sûr que ce soit un trou moteur? Peut-être qu'il est en surfréquence, on n'a aucune idée. Donc là, on est dans un flou complet. D'accord?
donc voilà. Ensuite, tu aurais pu faire le lien donc avec le fait qu'il ait les coudes en bas et donc qu'il pousse vers le fond. Bah, il augmente le redressement, donc les résistances d'avancement. L'aspiration de queue, je ne sais pas pourquoi tu en parles, il faudrait le préciser. Alors, moi, je sais pertinemment, ça veut dire que s'il a tendance à pousser vers le bas et qu'il se redresse, même s'il ne se redresse pas complètement, en plus, du coup, il a les grands mouvements de jambes, et qui dit grand mouvement de jambes, dit forcément qu'il va créer énormément de remous à l'arrière, et plus il va créer de remous importants avec une grande surface, plus il va avoir tendance à être aspiré à l'arrière. Là, ça aurait eu du sens. L'expert, tu nous dis, reste à l'horizontale. Pas exactement. L'expert arrive à gérer son ondulation pour un papillon, on l'avait dit, selon Kunzelman, pour rester dans son cylindre d'écoulement optimal, de manière à réduire les résistances à l'avancement, sachant qu'en plus, l'ondulation est un moyen d'entretenir la vitesse et la continuité des actions motrices, de manière à pouvoir justement limiter les trous moteurs et être plus efficace. N'est-ce pas, Sven? Oui. On l'a dit l'an dernier, ça. Oui. D'accord. Je continue. Ok, donc super, il est redressé et tout. Donc on peut supposer que s'il a les coudes vers le bas et qu'il a tendance à pousser vers le fond, c'est peut-être pour chercher à dégager sa tête et donc chercher à respirer. Pour autant, il respire tous les 2 cycles. Là, ça aurait eu du sens, ça aurait servi à quelque chose. Ça veut dire qu'on peut, s'il a la capacité d'attendre 2 cycles de bras pour respirer, on n'est peut-être pas forcément sur de l'affectif, on est peut-être plus sur de la coordination. Il a besoin de temps pour pouvoir sortir sa tête, pour coordonner et le fait de respirer, et le fait de se propulser, et le fait de devoir repasser les bras. Si un gamin qui a peur, il va te sortir la tête 10 000 fois plus sur un cycle. Il va te la sortir 3 fois sur un cycle de bras presque. Lui, je ne suis pas sûr que ce soit ça. Et comme tu ne nous as pas fait cette analyse-là, donc on ne sait pas d'où peut sortir ton affectif. Mais pour moi, ça n'est pas de l'affectif en tout cas. Bref, je continue. Donc, lors de la replongée, je m'en fiche royalement parce qu'on n'a pas eu d'informations plus précises que ça. Le rapport du temps d'inspi, du temps d'expli de l'expert, je m'en fiche parce que tu ne me l'as pas fait chez notre nageur. Donc, je ne vois pas qu'est-ce que ça vient faire là. Je n'en ai aucune idée. Donc, voilà, donc je ne peux même rien dire sur les infos. Oui, donc il regarde devant régulièrement. Je ne suis pas complètement sûr. Je pense qu'il rentre un petit peu la tête quand même. Le nageur de haut niveau, oui, tu as raison, mais ça nous apporte quoi là? Je n'en ai aucune idée. Tu m'aurais fait le lien avec le temps d'inspi, le temps d'expiration du nageur que tu avais avant. Oui, tu aurais pu me dire que le temps d'inspiration est long. Donc, ça veut dire que le temps qu'il passe avec la tête sortie vers l'avant à chercher des infos est long. Le nageur, à contrario, on regarde très peu vers l'avant et par contre, va plus longtemps vers le fond parce qu'il augmente son temps d'expiration. Là, ça aurait du sens. Là, ce que tu me sors ne m'avance pas plus que ça. Donc, jusqu'à maintenant, dans ce que tu m'as annoncé, je n'ai pas avancé d'un iota. Et donc, tu arrives après en me disant, de plus, alors je ne sais plus quoi, et donc c'est un problème pour moi qui est affectif. Cool. Puisqu'en fait, ça ne l'est pas. Ok? Yes. Alors, Sven, je ne m'acharne pas sur toi, hein, mais je m'acharnerai sur tout le monde. Il n'y a pas. Voilà. Mais il faut que vous. Vous ne pouvez pas vous permettre, là, d'être en 2e année, d'avoir une mécanique de réflexion qui vous tire une balle dans le pied, quoi. Ouais, Vous ne ouais. pouvez pas arriver sur le terrain et puis traiter le mauvais problème. C'est comme si tu vas chez le médecin, c'est le cas en ce moment. Un bon médecin, il va être capable de dire oui, tu as le Covid ou pas. Un mauvais médecin, il va dire ah, tu tousses, oh, tu as un cancer du petit orteil gauche. Voilà, quoi. C'est un peu ce que tu nous as fait. Tu nous as diagnostiqué un cancer du petit orteil gauche alors que le mec a peut-être juste une toux. Yes. Ok, est-ce qu'il y a Lucas, tu voulais dire quelque chose? Tu peux mettre ton micro hein, si tu veux. Je t'autorise. Lucas, la baltringue. Dur pour Lucas. On va couper le micro, Clément. Oui, il faut couper le micro, Clément. Lucas, le bouton avec le micro, c'est ça. Il est en bas à gauche. Mais check ton PV, mais dis comment on active le micro. Lucas, regarde, tu vois le curseur, tu vois là le curseur de ma souris, juste en dessous là, juste en dessous. En dessous, il y a un bouton bleu.
Lucas, il est plus jeune que moi et il sait pas utiliser un ordinateur, quoi. Bon, ok, Lucas, écris, ok, écris. Là, je vais m'endormir, quoi. Et en plus, il a arrêté d'écrire, il va recommencer. Lucas. Et Lucas, en plus, il s'est déconnecté, je sais pas. Bon, bref, je continue. Est-ce que vous avez un avis sur ce qui a été dit sur son oral? Sébastien, peut-être que tu auras quelque chose à dire? Non plus. Ah, The Game. Allez, vas-y, The Game. Ouais. Ah, alors, attends. Vas-y, Sébastien, tu as peut-être quelque chose à dire sur ce que tu as entendu? Non, il me semble que je comprends bien la méthodologie, là, tout ce que tu expliques par rapport aux causes, conséquences de l'observation, etc. C'est vrai que moi, il me manque encore quelques billes sur la technique, vraiment, de la natation, si tu veux, pour pouvoir euh, intervenir ou être efficace sur l'analyse et derrière les situations pédagogiques qui en découleraient. Tu vois? D'accord. Ouais. Voilà. Donc Ok, je prends beaucoup d'infos là, et sur l'oral, sur la méthodo, et aussi sur voilà, la technique de la nage. Et c'est vrai il faut être malgré tout, ce que je note, un bon technicien pour pouvoir faire une bonne analyse et derrière voilà, mettre en place cette c'est ça. méthodologie à l'oral, hein. Tu me dis si je C'est me ça, trompe, mais c'est ça. Mais comme je dis au début, la méthodologie de l'oral, c'est vraiment la démarche qu'il faut avoir ouais. quand tu vas être en cours ou autre chose. C'est pareil comme quand toi, t'es sur un terrain, tu analyses pas que, je sais pas moi, tu vas pas analyser que la prise, tu vas analyser plein d'autres choses sur la prise d'information, sur les déplacements, sur la mise à distance. Tu as plein de choses à voir. Mhm. Mhm. Donc voilà, donc c'est vraiment Et dans ce après, contexte-là. Oui. est-ce qu'à l'oral, on doit recadrer ça par rapport au niveau de l'élève? Est-ce qu'on connaît le niveau de l'élève, Alors, sixième, cinquième, quatrième, troisième? Parce que sur quelques oraux, moi, que j'avais vu sur YouTube ou comme ça, il parlait de replacer toujours l'élève dans le contexte et le niveau, le cycle d'apprentissage ouais. Alors, scolaire, etc. Voilà, nous avons affaire à un élève de ouais, bien sûr. cinquième, Alors, il c'est tout doit à fait avoir comme compétence déjà, blablabla, c'est ça. etc., etc. C'est exactement ça. Alors là, nous, dans les oraux qu'on fait, on est avec les entraînements aussi. Donc en fait, on fait pas véritablement de spécifique EDM, même si on essaie d'y rentrer dedans. Mais effectivement, tu vois, quand il commence son oral avec nous avons ici affaire à un homme de 19 ans, catégorie senior, on est plus dans la partie entraînement. Qu'on serait Ah ouais. situé par exemple en EDM, alors, on dira 17 ans, je dis une bêtise, mais tu diras, tu es un garçon de 17 ans. Alors, souvent, on te donne le contexte hein, quand tu es à l'oral. On a un garçon de 17 ans qui effectue un machin. Et là, tu peux rentrer sur le cycle d'apprentissage. Donc, on est en cycle 5. Il est censé avoir acquis, en termes d'acquisition, il est déjà à tel niveau. Donc, il a acquis tel type de compétences Mhm. de type motrice, de type méthodo, de type social. Mhm. Voilà, tu fais ton étalage, bien sûr, de tout ça. Et tu remets dans le contexte, par exemple, quand tu vas parler, je dis une bêtise, quand tu vas parler de son niveau, il faut bien que tu remettes dans le contexte de l'objectif de fin de cycle, qui est attendu, Mhm. les attendus de fin de cycle, ce que disent les textes. Donc, par exemple, j'ai une bêtise, si tu es là sur un 25 mètres papillon, si tu es sur un 25 mètres papillon et que ton gamin, à la fin du cycle, ben, l'idée, c'est de faire de la natation de vitesse. Alors, peut-être pas forcément papillon, mais il faut que tu sois capable de remettre dans le contexte que s'il a un 50 mètres papillon à faire, bon, déjà, il fait 25 mètres, donc on peut supposer que le 50 mètres va passer. Maintenant, qu'est-ce que tu vas, toi, sur quoi tu vas travailler de manière à ce qu'il puisse rentrer dans le niveau de maîtrise demandé ou, en tout cas, avoir un meilleur niveau de maîtrise. Parce D'accord? que Donc, vas-y. l'oral, sur l'oral de l'examen, il y aura une analyse de classe à faire, ou ça peut être une analyse comme ça individuelle d'un sportif. Alors,
Pour l'instant, les analyses que nous on fait, on a au premier semestre, Individuel. ça va être un seul gamin. Donc, tu vas juste D'accord. avoir une leçon, pas une leçon, une situation ou deux à proposer. Au second semestre, on va essayer avec Madame Gazzini ou avec Monsieur Lepage, on verra quelle commande il aura sur les EDM, ou aussi avec Monsieur Marot, parce qu'on va bosser avec lui, de voir exactement est-ce qu'on va vous demander un cycle complet, mais ça m'étonnerait parce que c'est un peu long, mais au moins vous demander un plan de séance pour une vidéo que vous aurez observée. Tu vas voir un gamin qui nage et tu vas dire, voilà, ben, il en est à peu près à tel point, je vais te donner le niveau de cycle et tu vas devoir me dire, ben voilà, sur cette séance-là, je bosserai plutôt ça avec lui dans tel ordre et voilà pourquoi je le ferai. Donc, on est sur la même démarche d'analyse avec une hypothèse principale et une hypothèse secondaire, avec la remise en contexte dans, chez un élève qui est en sixième ou en cinquième, l'attendu de fin de cycle, en tout cas les textes nous demandent à la fin du cycle 3 de faire ça, ben voilà ce que je vais faire avec lui pour qu'il puisse atteindre le niveau de compétence au moins demandé au cycle 3. Mmh. Ok. D'accord. J'ai répondu à ta question? Ouais. D'accord. Alors, je passe à ce qu'il disait Lucas. Donc, Lucas, oui, effectivement, il faut bien être capable de déceler les battements des doubles battements. Les doubles battements sont disqualificatifs. Donc, il faut bien être attentif à ça. Donc, tu pourrais éventuellement, à mon avis, hein, je pense que tu as raison, et c'est très bien de le signaler, qu'en deuxième hypothèse, tu pourrais prendre le parti pris de te dire que tu es en natation, tu es sur une épreuve réglementée avec un gamin de 19 ans. De toute manière, qu'il nage mieux ou pas le papillon, s'il fait un double battement qui n'est pas réglementaire, il aura 0. Donc, en tout cas, il sera disqualifié. Donc, ta deuxième hypothèse pourrait être sur les ondulations, par exemple, sur les battements, et dire que ça devrait être des doubles battements. Lucas, il faut que tu fasses la différence, et tout le monde hein, en papillon, sur la différence entre le double battement et l'ondulation. L'ondulation, c'est le mouvement global du corps qui va partir des épaules et qui va te permettre, en gros, de serpenter dans le plan vertical. D'accord? Qui va te permettre de descendre et de monter. Le double battement, c'est le mouvement de jambes en lui-même. D'accord? Donc, nous, vulgairement, en tant que nageurs, on dit les ondules. D'accord? Parce qu'en plus, il y a une dissociation de malade, mais il faut bien faire la différence chez un débutant. Ok, Lucas? Alors, Noah, est-ce qu'il est pertinent d'utiliser la poussée d'Archimède de la force de gravité pour… Oui, alors tu peux. Tu peux, c'est très intéressant puisque Noah, quand tu utilises l'ondulation papillon, tu vas utiliser lors de la phase de descente la poussée d'Archimède pour entretenir de la vitesse. Sébastien, on t'entend respirer. Euh, et, euh, tu vas utiliser donc en descendant la vitesse de gravité combinée après dans la remontée à la poussée d'Archimède pour remonter plus facilement. C'est d'ailleurs pour ça que quand on apprend le papillon, on exagère l'ondulation, on fait la baleine, hein, ça je ne sais pas si vous en avez parlé, mais du coup de manière à mieux utiliser, un, la force de gravité et deux, la poussée d'Archimède à la remontée. Donc tu peux expliquer l'écrasement par ça. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que tu peux l'expliquer par le gain de vitesse qu'il peut avoir justement de 1 à sa poussée au mur, de 2 par la qualité de son double battement qui va lui permettre de conserver de la vitesse à la coulée, et ensuite, comme dirait Zweig, au niveau de la replongée, mais de l'entrée des mains, puisqu'en fait, tu vas devoir te servir de l'inertie des bras pour entretenir, voire pour recréer de la vitesse. Donc en fait, si à un moment donné, sur une de ces phases, tu ne recrées pas de vitesse, en fait, ça va être plus compliqué de le faire pendant la phase sous-marine et ça va expliquer en partie le fait qu'il va justement s'écraser, que le bassin va s'affaisser pour la montée. Ça va expliquer un paquet de choses, mais tu peux l'expliquer par d'autres choses, justement par le fait au niveau info ou au niveau affectif de devoir respirer, mais bon, à mon avis, on n'en est pas là. Au niveau de la dissociation donc de la tête qui se fait très tardivement, c'est-à-dire qu'en fait, lui, il a tendance à relever la tête un peu plus tôt donc avant la phase de poussée. Et donc, cette phase de poussée va s'orienter vers le bas et va accentuer ce redressement. Donc, ça peut être une idée. Et je pense que le niveau de ton pratiquant va t'aider à déceler est-ce que c'est parce qu'il utilise, oui ou non, le couple Archimède-gravité ou est-ce que c'est plutôt le fait qu'il va, comment je peux dire ça, qu'il va avoir un souci d'efficacité propulsive à proprement dit, qui va avoir tendance à se freiner, et donc le fait de recréer la vitesse, il ne va pas pouvoir la recréer vers l'avant. Donc c'est très complexe hein, au niveau du papillon, mais ce que tu dis est vraiment pertinent. Donc pour reprendre, pour vraiment répondre à la fin de ta question, c'est vraiment l'idée de se dire que je descends légèrement sous l'eau pour utiliser la force de gravité, la vitesse de gravité, d'accord? Et cumulé à cette vitesse horizontale et un peu verticale, quand je vais
quand je vais orienter mon corps de manière à remonter, ben, je vais entretenir cette vitesse horizontale et en plus, la poussée d'Archimède va se combiner à cette vitesse pour m'aider à remonter. D'accord? Sauf bien sûr, c'est que c'est limité. C'est-à-dire que quand vous faites la baleine, au bout d'un moment, Archimède, il est bien gentil, mais tu vas forcément avoir une déperdition de vitesse horizontale et donc tu vas ralentir. C'est pour ça qu'il faut trouver le bon compromis. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Noah? Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses sur lesquelles vous voulez que je revienne un peu sur le papillon? Ou est-ce que vous voulez qu'on se fasse peut-être un autre oral pour voir si on a une autre qualité de traitement? En attendant, je vais sauvegarder les noms d'utilisateurs. Ouais, c'est bon, j'ai fait l'appel. Cool. On continue? Personne d'autre? Alors, j'aimerais entendre, je vais essayer d'entendre quelqu'un pour qui je pense ça en aurait une qualité un peu plus, un peu au-dessus, j'espère. Euh, Lames, est-ce que tu as quelque chose que tu penses être mieux que ce qu'on a entendu? Alors, Lames, il nous dit, ouais, je suis sûr que je fais mieux que ce gars. Allez, Lames, écris plus vite. Ah, bon, il a récupéré, bon, bref, le mec ne sait pas utiliser mon ordinateur non plus. Comme deuxième idée, j'aurais voulu entendre Fabien. Fabien, est-ce que tu as, un peu regardé cette vidéo? Est-ce que tu as proposé quelque chose? Bon, il va falloir investir sur un petit casque avec micro, les gars, hein, parce que sinon, on va pas s'en sortir. Hein. La montée, je sais que tu as ton micro. On t'écoute. Et pas dis-moi, pas faire rien. Et tu as ton micro. Arrête d'écrire. Non, allô? Oui. En vrai, j'ai fait quelque chose, mais par rapport à ce que tu as dit, c'est plus la même chose. Tu vois? Mais c'est à peu près Mais, pareil, sauf que dans mon analyse, j'ai pas relié, par exemple, équilibre et respiration, information, à respiration, information, et information, propulsion. Donc, ça reviendrait à faire pratiquement la même erreur ouais, ça, c'est la bonne excuse. Hein. que la Très même bonne erreur. excuse. Non, non, c'est sérieux, parce que j'ai mis, par exemple, j'ai mis l'analyse de la vidéo va se faire à l'instar de Katou et Garoff. Ouais, mais ça, on s'en fiche. Ah, je sais qui est-ce que je vais interroger. Mélissa, on Ah, t'écoute. voilà. Mélissa, nous aller. Mélissa Ormesson. Et active ton micro. Elle va te dire, elle n'a pas de micro. On m'appelle. Oh, t'es en cours, Mélissa. On t'appelle pas. Nous aller. Gamo. Tout le monde a reconnu le nageur. En fait, tous ceux qui le connaissent ont reconnu qui était sur la vidéo. Et tout le monde est d'accord. Tout le monde a reconnu déjà? Oui ou non? Et nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord que c'est super qu'on est super content et qu'on est que qu'ils réussissent à faire du papier. On est super content de ça. Alors, je vais vous embêter 30 secondes. Du coup, je vais attendre qu'elle revienne l'autre, mais vous allez avoir quelques informations. J'ai reçu un message hier me disant que la convention pour la piscine était arrivée, mais qu'il fallait que je contrôle normalement la planification, sauf que le document que la direction m'a envoyé
c'est un document qui ne prend en compte, enfin, qui dit simplement qu'on va utiliser la piscine. Donc, je vais aller voir là tout à l'heure. Je ne sais pas pour le sauvetage si ça se fera vendredi. J'enverrai un message à travers aux responsables de promo, enfin voilà. Et par contre, dans l'absolu, jeudi prochain, on sera à la piscine. Par contre, la mauvaise nouvelle, c'est que on fera pas water polo parce que du coup, on n'a toujours pas fait une séance de natation. Et voilà, donc il faut qu'on avance. Donc, on fera partie natation, on fera la première séance de 4 bornes. On fera, un petit test d'une prise de temps. On va se faire ça. Et comme ça, on verra un peu où on en est. Je vais vous expliquer un peu comment ça marche, ce qu'on attend. Et le matériel dont vous aurez besoin, donc à disposition pour les, euh, pour les EDM et pour les ES. On a du matériel, donc pas des masques, mais on pourra faire en sorte de ramener. J'ai des petites palmes, je crois que j'ai 36 paires de palmes. Donc, il y en a 4 de chaque pointure, du 36 au 44 ou 46, je crois. Donc, vous aurez du matériel comme ça. Après, les planches et pool-boy, on pourra les trouver, mais on a du matériel. Donc, on pourrait éventuellement l'utiliser. Alors, on va fonctionner en distanciel. Donc, on va être très clair très rapidement. Quand le cours est fini, vous allez tous m'acheter des écouteurs avec un micro. Parce qu'à chaque fois, si c'est pour que vous veniez me dire ouais, je ne peux pas faire l'analyse, j'ai pas de micro, l'excuse est trop facile. Ah ouais, c'est peut-être. Ils ont pas autorisé l'accès au micro sur Bah Internet. alors, autorisez votre accès au micro, faites quelque chose. Vous êtes Parce 2 que, fois plus jeune que moi et vous êtes ouais, incapable voilà, d'activer un micro sur un truc. Vous êtes de la génération qui va avoir un iPhone 22, que je ne verrai jamais, et vous êtes incapable d'activer un micro. Faut arrêter, quoi. activé. Robin, Oui, donc la semaine prochaine, rendez-vous à la. voilà. Normalement, c'est ça. Ce sera rendez-vous piscine à 7h, en théorie, hein, dès que j'ai la confirmation, mais je vous ferai passer le mot. 7h, 9h, la théorie, la pratique, pardon. Et 11h, 13h, normalement, la théorie. Sauf, Non, 7h, sauf 9h pratique, c'est ça? Voilà, c'est ça. Sauf si on reste en distanciel et auquel cas, on pourrait éventuellement, je dis bien éventuellement, le faire à 10h. Donc, ça vous ferait finir un petit Ah, peu plus tôt. Voilà. Sinon, je sais que 11h, 13h, c'est contraignant. C'est surtout pour ça. Donc, et on porte quoi comme matériel? Tu m'as dit que tu en avais, alors, mais sinon, si pour on la, a. C'est quoi? pour la Palme, spécialité, lunettes? voilà, il faut maillot, lunettes, bonnet. Ça, Ah ouais, c'est la base. ok. Et ensuite, moi, j'attends des spécialistes, surtout pour la pratique, qu'ils aient des plaquettes. Donc, des paddles, c'est les plaquettes que tu mets dans les mains pour travailler les Ouais, bras. Un pull boy. ouais. Alors, la planche, on peut s'en passer, hein, c'est pas bien grave. Mais voilà, au moins, c'est ce matériel-là et la propre bouteille d'eau, puisque vous n'allez pas vous prêter vos affaires si vous avez faim ou soif avec le Covid. Voilà. Mais je préfère que vous ayez tout le matériel. Ok. Donc, je récupère un pool boy, moi, c'est ça? Ouais, Palme. voilà, tu vas chez Decathlon, tu prends un pull Ouais, ouais. boy, et voilà, quoi, c'est trop bien, pas trop Et cher. plaquettes aussi pour les mains, là? Ouais, ouais, si tu peux, ce serait bien. Ok, ok. Bah, écoute, Mélissa, moi, je suis sur l'ordinateur aussi, hein. Là, je suis en train de parler dans le bureau, je parle à mon ordinateur. Donc, je suis désolé, il y a un moment où je ne peux pas comprendre. Excusez-moi, je ne peux pas comprendre que vous ne puissiez pas avoir accès au micro. Donc, vous faites comme aujourd'hui, je veux bien passer dessus, mais la semaine prochaine, vous avez micro, vous avez tout, quoi. Vous avez la totale. Parce que la semaine prochaine, tu peux te préparer, Mélissa, hein. Semaine prochaine, tu passes. On est d'accord? Et ça, c'est valable pour tout le monde. Ok, ce que je vais faire, je vais terminer, c'est la première fois aujourd'hui, on va terminer un peu plus tôt. Ce que je fais, dans la foulée là, je vais vous envoyer une vidéo que vous connaissez déjà, ou je vais voir si je peux trouver une autre vidéo sur le net, hein, tant pis, je vous enverrai le lien. On fera exactement la même analyse et je vais interroger un L2 et je vais interroger un L3 EDM. Il n'y en a pas 15 000, hein, donc préparez-vous. Comme ça vous permet déjà de vous mettre dans l'idée de traiter pour les EDM un sujet en parlant un peu
des niveaux du cycle dans lequel vous allez trouver l'enfant que vous verrez, des compétences attendues, de ce qui a déjà été acquis et de ce que vous allez pouvoir travailler. Pour les L2, vous pouvez l'orienter très général, plutôt vers l'entraînement, ça ne me dérange pas. On est OK là-dessus? Très bien. Donc, je vous libère. On se tient au courant et je vous envoie le nécessaire et je vous tiens au courant pour la piscine. Batman, j'ai une question. Quand j'ai besoin de partir, tu as une question, quoi. Ouais, Yoann, je ne sais pas, je vous tiendrai au courant pour le sauvetage, mais je n'ai aucune certitude à l'heure actuelle. Oui, Sven. c'est que j'avais posé sur le groupe la question, mais on m'a pas répondu. C'est, tu avais parlé de faire une description complète d'une nage, on le fait toujours? Alors, oui, ça, je vais vous le dire la semaine prochaine. Je préfère que, comme on a loupé quelques séances, enfin, pas loupé, mais bon, je vais vous renvoyer tout ça. Je vais vous l'envoyer sur le groupe WhatsApp, ça, pour les L2. C'est pour les L2 essentiellement. D'accord. Donc, voilà. Hein? Batman Lucas n'a pas son PSE. Comment ça, il n'a pas son PSE? Parce qu'il fait partie des 4 tours. Oui, bien sûr. Bah, alors là, il se débrouille, hein. Moi, j'en ai rien à faire. C'est pas mon argent qui passe. S'il passe son argent et qu'il est nul, il se débrouille, hein. Tu avais qu'à lui dire de ne pas dormir. De quoi? Il fallait Ah, leur dire de ne pas dormir. bah, j'avais qu'à leur dire de ne pas faire comme toi. Bon, c'est bon. Je l'ai eu. Alors, j'attends de voir ce que c'est de m'écrit et puis après, je libère tout le monde. Ouais, juste pour savoir si tu peux me rajouter sur le groupe, du coup, et un groupe Ouais, je WhatsApp. vais te rajouter sur le groupe. Par contre, Ça. désactive les notifications, je pense, parce qu'il y a un paquet de conneries qui arrivent sur ce groupe. Mais vraiment un paquet, mais vraiment. Non, mais vraiment, ça va te polluer tout. Enfin, Ah, bon, bref. putain. Si tu veux, il n'y a pas de problème, hein. Par contre, tu ne viens pas te plaindre après. Bon, écoute, je vais faire une semaine test, mais on verra bien. Je te fais une semaine test, mais je te promets que tu risques de le regretter, quoi. D'accord. Oui, non, je préfère te prévenir, Seb, hein. Bon. Ok, mais je fais ça, il Merci. n'y a pas de problème. Je te fais ça. Allez, je vous libère tous. Passez une bonne journée. Je vous tiens au courant pour toutes les infos qui vont toucher la natation et notre reprise. Ah, il y en a qui ont de la chance et on pourra aller faire la sieste. Allez, bye bye.